le procès de Bobigny, bien sûr, puisque là, une jeune femme mineure a été menacée de sanctions importantes avec les personnes qui l'avaient aidée à avorter. Et donc, le procès de Bobigny a été un des points essentiels donc en 72 pour débloquer le processus et faire prendre conscience à nos législateurs qu'il fallait vraiment que la loi change. Donc la loi, bah, vous savez, ça a été voté en décembre 74 et publié le 17 janvier 75, mais en période d'essai. Ça n'a été voté définitivement qu'en 79. Et ensuite, alors cette loi, elle était une loi de santé publique, elle n'était pas une loi de droit des femmes. Et il n'y avait pas le remboursement, il n'y avait pas le délit d'entrave qu'on a actuellement, parce que les opposants existaient bien sûr toujours. Donc le remboursement, on l'a eu, et encore pas à 100% en 1982. Et c'était une grande injustice pour les plus vulnérables, j'allais dire, qui devaient avant payer leur avortement. Ensuite, il y a eu des actions très violentes des opposants qui ont occupé les centres pratiquant les IVG à partir des années 90. Et donc, en 93, il y a eu la création du délit d'entrave à l'IVG qui punissait donc ces actions. Ensuite, un grand tournant, c'est 2001. C'est la loi qui a été votée sous Martine Aubry. Cette loi, là, commençait à être une loi droit des femmes et non plus santé publique. Et donc, a permis des avancées importantes. Je ne vais pas les détailler, ça serait trop long, hein, mais on pourra y revenir. Et à partir de là, à chaque fois que nous avons pu, alors quand je dis nous, c'est les associations féministes, hein, c'est le planning, mais les autres associations féministes également et professionnelles, nous avons pu grignoter petit à petit. C'est-à-dire qu'en 2014, la notion de détresse a disparu de la loi. En 2016, il y a eu la disparition du délai de réflexion. Il y a eu également depuis le remboursement à 100%, non seulement de l'acte, mais également des actes qu'on peut avoir l'obligation de faire. Donc, c'était vraiment ce processus d'évolution de la loi. On a toujours été attentif à ça parce que c'est très important. La société évolue, la place des femmes dans la société évolue, et heureusement. Et donc, il faut vraiment que cette loi puisse correspondre aux besoins des femmes et non pas uniquement à une idéologie. Voilà ce que je peux dire sur l'histoire. Si Radat, vous voulez compléter quelques petits points. Non, je pense que votre présentation est complète et je trouve ça extrêmement important que vous l'ayez remise en perspective parce que c'est vrai que c'est Charlie Hebdo qui les a traités de salopes, mais je pense qu'il leur a rendu service, il a rendu service à la cause parce que du coup, on s'en souvient. Et même moi qui était encore jeune et qui n'avais pas commencé mes études de médecine, je me souviens de cet épisode. Donc, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Et je crois d'ailleurs que certaines parmi elles n'avaient même pas avorté. C'était vraiment… je me suis laissée dire ça. Et c'était vraiment du militantisme pur. Et puis, autre chose que je voudrais dire quand même et qui aujourd'hui est encore plus frappant, c'est que les médecins qui ont fait des avortements alors que c'était complètement illégal et qu'ils risquaient gros sont quand même des sacrées personnes parce qu'aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment très, très difficile. Alors, c'est vrai que le médico-légal est beaucoup plus ancré dans nos habitudes, mais quand même, chapeau, parce que je crois que c'est très, très difficile de se dire, je vais faire un truc totalement interdit, je risque gros, je risque… au-delà de l'argent et de la prison et de tout ce qui concerne le respect du métier, je pense que ce n'était pas évident. Donc aujourd'hui, la situation est évidemment beaucoup plus sereine et on a grignoté petit à petit des avantages.
Pour autant, tout n'est pas résolu. Donc, je ne sais pas si on fait un lien comme ça. Daniel me fait oui. Ouais, oui, oui, oui. Parce que il y a plusieurs difficultés aujourd'hui. La première, c'est que les lois en Europe sont très différentes. Il y a des pays où on peut avorter, il y a des pays où on ne peut pas, il y a des pays où il faut avoir été violé pour avoir le droit d'avorter, il y a des pays où c'est 12 semaines de grossesse, d'autres où c'est 20. Et je trouve que en 2020, cette cacophonie européenne est quand même un peu étrange. Et c'est déjà une première difficulté. Pourquoi? Parce que les femmes françaises qui veulent avorter au-delà, eh bien, une des solutions qui s'offre à elles, c'est de voyager. C'est d'aller dans un pays où la loi est plus clémente pour les femmes qui veulent avorter. Donc, il y a cette obligation de déplacement, et puis ça a un coût. Et donc, ça limite et ça fait un droit à l'avortement à deux vitesses, ce qui n'est pas tout à fait acceptable, je trouve. Et puis, le fait que la loi soit limitée à 12 semaines de grossesse, c'est quand même un frein parce qu'il y a des femmes pour lesquelles 12 semaines, ça paraît énorme, 12 semaines, 3 mois, on se dit qu'en 3 mois, une femme, elle sait si elle veut ou pas garder cet enfant et qu'en général, elle a pris sa décision. Et c'est vrai, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui arrivent très, très tôt en disant « je sais ce que je veux veux pas de cette grossesse » et c'est Tout à facile. fait. Là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a une petite partie de femmes qui arrivent beaucoup plus tard. Le problème, c'est pourquoi? Et là, ces femmes-là, en général, c'est parce qu'elles ont été confrontées à des choses extrêmement difficiles et ce n'est pas par hasard qu'elles arrivent plus tard et ce n'est pas du tout parce qu'elles ont eu envie d'essayer d'être enceintes pendant 5 mois avant de changer d'avis. Ce n'est pas comme un article qu'on rendrait au magasin. Et donc, c'est important de pouvoir s'occuper de ces femmes parce que, justement, ce sont les plus vulnérables. En général, soit elles sont dans des familles où tout est compliqué, soit elles ont connu beaucoup de violences, soit elles ont eu des difficultés avec leur conjoint qui font que la situation a changé. Et je trouve qu'on ne peut pas laisser ces femmes au bord de la route. Alors, Mais merci beaucoup Daniel, pour j'aimerais bien. merci pour cette présentation et ce rappel historique. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler plus précisément de ce qui se passe en ce moment, donc du contexte actuel, et notamment de comment ça se passe quand on veut faire un IVG à l'hôpital avec cette situation de pandémie, les mesures exceptionnelles qui ont été prises, concrètement, comment ça se passe? Alors, je vais en parler puisque bon, je travaille justement à l'hôpital. Alors, en fait, je crois que ça a été un peu comme pour tous les soignants dans cette pandémie. On a réagi au coup par coup et ça a été immédiatement le système D. C'est-à-dire que je me souviens très bien, le confinement est imposé et je me pose avec mes collègues et je dis, on fait comment? Parce qu'elles vont quand même avoir besoin d'avorter. Et donc très vite, on a pris des petites décisions qu'on pouvait prendre à notre échelle, c'est-à-dire pour que les femmes se déplacent le moins possible, eh bien, on fait tout en une fois. Elles arrivent, on ne leur dit pas revenez dans 3 jours pour un rendez-vous, on fait l'échographie, on fait la prise de sang, elles voient le médecin. Pour toutes celles qui étaient dans des délais compatibles avec les médicaments, on donnait les médicaments. Et très rapidement, on a vu les limites. Première limite, les mineurs. Normalement, les mineurs ont un délai de réflexion de 48 heures. C'est-à-dire qu'il fallait les faire revenir, c'était dans la loi. Bon, là, on a fait le bon sens près de chez vous. On a pesé avantages et inconvénients et on s'est dit non, c'est pas raisonnable. On va, tant pis, s'asseoir sur ce délai et on va traiter les mineurs comme les autres parce qu'on ne peut pas leur imposer plus de risques sanitaires avec des tas d'allers-retours. Donc ça, c'est important. Deuxième problème, quand les femmes devaient faire des avortements médicamenteux, à domicile, le délai est petit, c'est 5 semaines de grossesse. On s'est dit, on va encore les obliger à revenir à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement? Et là, c'était un peu compliqué, il a fallu demander la permission que nous avons obtenue grâce à la Haute Autorité de Santé. Troisième problème, les anesthésies locales et générales. Très rapidement, les hôpitaux se sont réorganisés. Toute la chirurgie pas urgente a été arrêtée, annulée. Et tous les blocs opératoires ont été transformés en réanimation. Donc, c'était impossible de programmer trop d'IVG.
Et on nous a même expliqué que si on pouvait ne pas en programmer du tout sous anesthésie générale, ça serait mieux parce que ça libérerait les soignants, ça libérerait les respirateurs. On peut le comprendre, hein, c'était quand même une situation totalement inédite. Donc, on a arrêté de faire des anesthésies générales, on a essayé de faire un maximum d'anesthésie locale et on s'est mis d'accord avec la clinique d'à côté pour qu'elle accueille nos anesthésies générales. Jusque-là, tout va bien. Il restait un troisième problème, c'est que beaucoup moins de femmes venaient nous voir. On avait beau dire, on est ouvert, n'ayez pas peur, et puis on a des circuits, on fait attention, on ne mélange pas les gens suspects du Covid avec les gens pas suspects. On a bien vu que partout en France, les plannings étaient beaucoup moins fréquentés. Et donc ça nous a inquiétés, parce qu'on s'est dit, mais où sont les femmes? Elles sont sûrement enceintes. Ce n'est pas le confinement qui les a rendues moins enceintes, et de toute façon, elles étaient déjà enceintes avant le confinement. Et donc on s'est dit, en fait, elles ont peur, elles restent chez elles. Elles ont peur de sortir, elles ont peur du virus, elles ont peur de la police, elles ont peur de leur mari et elles ont peur de leurs parents. Donc ça fait plein de raisons pour ne pas venir. Et c'est vrai qu'on a vu très très peu de mineurs. Et donc là, on s'est dit, ça va être compliqué parce que quand on va déconfiner, à l'époque, on pensait qu'on déconfinerait 15 jours plus tard, on va avoir des femmes hors délai. Et c'est là qu'on a sollicité le gouvernement à travers Laurence Rossignol qui a interpellé le Sénat en disant donnez-nous l'autorisation exceptionnelle de faire des IVG même 15 jours plus tard que ce que prévoit la loi. Et là, ça a été très compliqué parce qu'on nous a dit on ne peut pas changer la loi. Et surtout pas en période de coronavirus, de pandémie et d'angoisse partout. Donc voilà les problématiques qui se sont posées à nous, très concrètement. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas encore déconfiné, donc elles ne sont pas encore toutes arrivées. On craint cette arrivée massive de femmes très enceintes et on est toujours dans une négociation avec le gouvernement. Alors, M. Véran nous a répondu très formellement qu'il comprenait parfaitement, qu'il était d'accord, mais qu'il ne pouvait pas changer la loi, mais que par contre, il semblait dire dans son courrier que la raison de détresse psychosociale, et en fait c'est de ça dont on parle, était tout à fait acceptable pour avorter hors délai. Donc on va essayer de se saisir de cette ouverture pour pouvoir aider un maximum de femmes. Justement, on peut peut-être parler de la tribune qui a été lancée à votre initiative et qui a réuni des milliers de signatures de plusieurs médecins et des réponses de l'État qui ont été apportées. Du coup, à cette tribune-là qui a été publiée le 30 mars dans Le Monde. Mais en fait, cette tribune, c'est le résultat de nos cogitations, parce qu'on s'est dit, voilà, il faut qu'on sollicite le gouvernement. Et on est très fiers aujourd'hui parce qu'on a dépassé les 343 médecins. Et moi, c'était mon challenge perso. Je voulais avoir 343 salauds pour répondre aux 343 salopes. Et on y est. Dans cette tribune, on demandait toutes ces choses-là dont je vous ai parlé. On a eu assez vite le droit de faire des avortements médicamenteux à domicile, le droit de faire des IVG par téléconsultation. Tout ça ne posait pas de problème. On a achoppé vraiment sur le délai. Et je crois que c'est un sujet qui a été remis plein de fois sur le tapis par toutes les associations féministes. Et on voit bien qu'il y a une crispation et que dépasser ce fameux délai qui a été obtenu d'ailleurs, vraiment, c'était très bien de passer de 10 à 12, on voit que là, c'est une marche assez difficile à franchir. Ouais. Oui, je peux tout à fait confirmer, puisqu'il y a eu la tribune, bien sûr, des professionnels, et puis il y a eu une pétition qui a été à l'initiative du collectif Avortement Europe, les femmes décident, et qui a recueilli beaucoup de signatures également, et qui réclamait, j'allais dire, la même chose. Hein. C'était les mêmes j'allais dire, c'est des revendications de bon sens pour qu'on ne se retrouve pas avec des femmes dans des situations qui leur sera impossible à vivre. Donc, il faut bien s'en rendre compte, et je confirme tout à fait que alors, il y a il faut bien le noter, hein, il y a le numéro vert national qui permet aux femmes d'appeler et d'être orientées, hein, si elles le souhaitent. Alors, paradoxalement, ce numéro vert, alors je donne le numéro, c'est le 0800 08 11 11, qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et on a vu depuis le début du confinement le nombre d'appels, comparé à l'année précédente, doubler. Donc, ce qui veut dire que les femmes appellent
mais par contre, elles ne vont pas dans les centres pour pratiquer les IVG. Donc, c'est un petit peu étonnant. Et on a donc 50% de plus d'appels. Mais par ailleurs, on a dans certaines zones, en Île-de-France en particulier, on a jusqu'à 60% de moins de fréquentation des centres pratiquant les IVG. Donc c'est énorme. Et on se dit, ces femmes, effectivement, vont arriver après. Elles vont arriver après. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les accueillir, travailler avec elles pour qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles. Or, elles sont, je pense, effectivement terrorisées par le fait d'être contrôlées par la police quand elles sortent, qu'elles soient mineures ou jeunes majeures, et quand elles sont confinées chez leurs parents, donner des explications à une sortie, c'est pas facile. Hein. Donc ça, je confirme complètement que c'est vraiment extrêmement difficile. Il y a toutes celles qui subissent des violences intrafamiliales et c'est encore plus difficile pour elles de sortir et même d'appeler le numéro vert pour expliquer leur situation, parce que dans un petit appartement, trouver un moment pour téléphoner et parler librement, c'est très difficile. Donc ces femmes qui n'apparaissent pas dans les centres qui pourraient les accueillir actuellement et qui pourraient pratiquer les IVG actuellement, eh bien, elles téléphonent quand même, mais elles ne vont pas jusqu'au bout de la démarche de prendre le rendez-vous et d'y aller. Et on a beau les rassurer en leur disant qu'elles ont le droit, que ça fait partie des soins qu'on ne peut pas reporter, eh bien, c'est vraiment difficile. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter en complément à ce que vous aviez dit, Radha. Et est-ce que moi j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez peur de l'automédication? Alors, j'allais dire, on en a peur tout le temps. On en a peur tout le temps parce qu'on est un pays où l'avortement peut être réalisé en toute sécurité et la problématique de l'automédication et au numéro vert, elles ont eu ces questions-là. Ah, il me reste des médicaments, est-ce que je peux les prendre? Ou ma cousine a eu des médicaments, est-ce que je peux les prendre? Donc, c'est une réalité. Hein. C'est vrai que sans l'avis de professionnels des centres de pratiquant les IVG, que ce soit médecins, sages-femmes, médecins généralistes, spécialistes, hein, mais bref, des professionnels pratiquant les IVG en toute sécurité, c'est vrai que prendre des médicaments en automédication peut entraîner des complications, des hémorragies, des douleurs, et qu'elles se retrouvent à être aux urgences à l'hôpital, ce qui serait fort dommage alors qu'on peut l'éviter. Et on a aussi vu qu'il y avait beaucoup de désinformation, notamment en ce moment où on est très sensible à ça, vu qu'on est chez soi, enfermé, on n'a pas beaucoup de contact avec d'autres personnes. Comment lutter plus particulièrement en ce moment contre cette désinformation? Et notamment, on avait vu une vidéo de Combini très impressionnante où c'est une jeune femme qui dénonce un site qui s'appelle ivg.net et qui est le premier ou le deuxième résultat sur Google. On a l'impression que c'est le site du gouvernement, alors que pas du tout, c'est au téléphone des personnes qui essayent de dissuader d'avorter. Donc, est-ce qu'il y a un danger particulier en ce moment et est-ce qu'il y a une manière de lutter contre ça? Alors, sur les opposants à l'avortement, ils ont toujours été extrêmement actifs sur le net, au téléphone. Sur les grilles de l'hôpital, à l'entrée des blocs opératoires. Ils sont hyper présents. Voilà. Bon. Donc, et raison de plus encore, là, dans cette période où, effectivement, les femmes sont beaucoup plus j'allais dire, vulnérables par rapport à des informations qui sont des désinformations. Et alors, le délit d'entrave a été voté. Et donc, si on peut prouver aussi bien du reste sur l'acte lui-même que sur les désinformations faites sur le net, donc on peut s'en servir. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle,
c'est extrêmement difficile. Et pour arriver à détrôner, j'allais dire, au niveau Google, les sites d'opposants, il faut payer. On va faire une cagnotte. Litchi pour détrôner. Non, mais ce sont effectivement des gens qui sont dangereux pour beaucoup de femmes. Beaucoup. Et je voudrais revenir sur l'automédication. Oui. Il y a plusieurs problèmes. Il y a des femmes qui prennent des trucs et qui pensent que c'est réglé, par exemple, Oui. et qui arrivent 2 mois après en disant « ça bouge ». Bah oui, ça bouge. Donc, c'est plein de choses trappes et c'est vraiment pas une bonne idée. Moi, j'ai dit en rigolant, en fait, on va avoir une pénurie d'aiguilles à tricoter. Bon, j'y crois pas vraiment, mais je ne l'exclus pas parce que regardez là les Polonaises qui sont super menacées, qui ne peuvent plus aller en Allemagne à cause de la fermeture des frontières. Ben, on se demande bien ce qu'elles vont pouvoir faire, quoi. Donc, Oui. c'est compliqué. Après, les sites, je pense qu'il faudrait que le gouvernement exerce une certaine vigilance et puis peut-être un petit peu un matraquage autour des dangers d'aller sur n'importe quel site, même s'il est bien référencé, parce que ça aboutit à des catastrophes. Nous, on a vu arriver des jeunes femmes extrêmement, soit très ébranlées, Oui. soit harcelées. C'est-à-dire Oui. qu'elles avaient le malheur de laisser leur numéro de téléphone et on les rappelait tous les jours pour leur dire « Absolument. Vous ne voulez pas changer d'avis ?» Enfin, on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Oui. Ben, je pense qu'une vraie campagne d'information grand public avec les sites et les références auxquelles on peut s'adresser, moi, me semble tout à fait indispensable comme moyen de lutte. Parce qu'autrement, on les fait sortir par la fenêtre, ils rentrent par la porte et réciproquement. Hein. Ils sont très bien outillés en communication. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont quand même plus jeunes de 50 ans que les opposants. Et ils n'ont pas changé. Moi, c'est ça qui me fascine. Je me dis, ce sont quand même les enfants des 343 salopes et de ces fameux médecins guerriers. Et comment c'est possible d'être resté dans ce même tunnel de pensée? Moi, ça me dépasse. Et la place de la femme dans la société n'est pas la même dans leur tête que dans la nôtre. Ça doit être ça. Tout à fait. Alors, juste pour revenir aux IVG du coup à domicile, est-ce que vous pouvez nous dire si on observe une augmentation du coup des IVG à domicile? Comment se passe concrètement la téléconsultation? Quelles sont ses limites? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus du coup? Moi, je peux vous dire que la plupart des femmes qu'on accueille, on leur vend l'avortement médicamenteux à domicile. Et contrairement à avant, où parfois elles n'avaient pas tellement envie, elles avaient peur d'avoir mal, elles avaient peur de plein de choses, elles sont ravies. Parce que l'idée de ne pas revenir à l'hôpital, l'idée d'être dans leur cocon, aujourd'hui où l'extérieur est devenu tellement menaçant, fait qu'avec cette autorisation qu'on a eue d'aller jusqu'à 7 semaines de grossesse, les femmes qui viennent aujourd'hui sont des femmes qui ont des grossesses assez jeunes et on fait une majorité d'avortements médicamenteux à domicile et c'est très bien. Et je pense que ça va nous amener nous-mêmes à changer nos pratiques. Une autre pratique intéressante qui va changer, c'est qu'on fait beaucoup maintenant de consultations post-avortement par téléphone. Tout à fait. Et ça se passe bien en fait. Il suffit de demander à la patiente si ça s'est bien passé, si elle n'a pas eu de trauma, si elle ne saigne pas, si elle n'a pas de fièvre. Voilà, et ça simplifie tellement le processus qu'on se dit peut-être qu'après, pour les femmes qui l'accepteraient, on va continuer à fonctionner comme ça. Alors, je ne sais pas, Danielle, vous avez fait des téléconsultations? Alors, donc, dans le centre où je travaille, effectivement, il y a eu une réorganisation complète. Évidemment, nous, on accueillait sans rendez-vous, donc on a mis des rendez-vous, évidemment. On a, pour garder la distanciation sociale, on a souvent, effectivement, réduit à une consultation. Hein, déjà, c'était un peu le cas, mais là, c'est beaucoup plus général. Et les consultations post-IVG, effectivement, sont faites par téléphone. On envoie les ordonnances quand c'est nécessaire, effectivement, aux femmes, hein,
aussi bien pour les analyses ou pour la contraception ou pour, enfin, donc on les reçoit, j'allais dire, on minimise énormément la présence. Alors, toutes les femmes, je pense, ne correspondent pas forcément aux téléconsultations. Un certain nombre préfèrent être assuré directement, etc. Donc, il faut que ce soit un choix, et je pense que dans l'avenir, après le déconfinement, ça pourra rester un choix, effectivement. Ça permettra à certaines femmes qu'on ne revoyait pas du tout de donner des nouvelles, voilà, ou quand elles sont un petit peu bloquées sur le délai du rendez-vous post-IVG, ça leur permet de donner des nouvelles et puis de venir ultérieurement si elles en ont besoin. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est effectivement organisé. D'accord. Alors, juste pour compléter, la téléconsultation seule, effectivement, n'est pas adaptée. Par exemple, nous, on a beaucoup de patientes qui ont des problèmes de compréhension. On doit leur dessiner, tu prends tel comprimé, on le répète 3 fois, etc. Ça pose aussi une autre question, même quand les gens sont parfaitement capables de comprendre, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement l'âge de la grossesse et on ne peut pas faire des télé-échographies. Non. Donc, soit la patiente a pu avoir une échographie près de chez elle et elle nous la montre et on est très content, soit il n'y a absolument pas moyen. Et donc là, des collègues, le docteur Fauché et le docteur Assoun, ont élaboré, à partir des recommandations internationales, un mode opératoire qui est aussi du bon sens. C'est-à-dire que si la patiente a des cycles réguliers, si elle est exactement, qu'elle connaît sa date des dernières règles, si elle n'a aucun symptôme bizarre, eh ben on va faire sans rien, sans filet. On sait qu'on prend très peu de risques, mais quand même. Mais il faudra quand même suivre cette patiente de très près. Donc, la téléconsultation exclusive, ce n'est pas pour tout le monde et il faut vraiment se mettre des garde-fous. Sinon, on risque de donner des médicaments à une femme enceinte de 6 mois et d'aboutir à des catastrophes. Ou à une femme qui a une grossesse extra-utérine. Non, tout à fait. Je pense que la téléconsultation, effectivement, ne correspond pas vraiment à tout le monde. Alors, on a l'expérience, du site Women on Web qui pratique les avortements sans consultation du tout, c'est-à-dire vraiment en téléconsultation complète, pour les femmes qui sont dans les pays où c'est interdit et où elles vont, j'allais dire, envoyer les médicaments sur place. Mais ça nécessite quand même un réseau de soutien sur place et elles ont un questionnaire très, très détaillé. Vous pourrez aller voir sur leur site, hein. Il est très intéressant, le questionnaire, justement pour essayer de voir un petit peu comment s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour faire une IVG médicamenteuse. Ce n'est pas pour ennuyer les femmes hein, qu'on respecte un certain nombre de critères, c'est vraiment pour leur rendre service au contraire, pour que ça marche bien, que ça marche le mieux possible pour elles. Donc c'est important de le savoir, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette tribune qui a été lancée le 30 mars, c'est ça, dans le monde, et de la réponse du gouvernement justement par rapport à l'allongement de l'IVG médicamenteuse? Est-ce que les mesures qui ont été prises sont suffisantes pour vous? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de supplémentaire? Ah, il y a un problème avec le micro de Rada. Pourtant, c'est elle qui peut répondre. Ouais. Hein. Alors, Daniel, si vous voulez commencer à répondre en attendant. Bon, parce que j'ai signé effectivement cette tribune, évidemment. Mais bon, c'était important que les professionnels affirment qu'ils voulaient une adaptation de la loi. Et je pense que c'est tout à fait important. Alors, j'espère qu'on a retrouvé Rada. Ça va ? Oui, c'est bon. C'est bien. Hein, donc, effectivement, c'est une démarche importante que des professionnels de santé affirment qu'ils soutiennent cette démarche. Oui. D'accord. En fait,
on s'est posé la question, puisqu'il y avait cette pétition sur change.org, Oui. mais qui était pour un peu tout le monde. Et nous, on s'est dit non, on veut vraiment que ça parte des médecins qui travaillent dans les centres d'IVG en disant voilà, on est confronté à ça sur le terrain et voilà ce qu'on vous demande. Donc, je dois reconnaître d'abord qu'on a eu le plaisir d'avoir des signataires incroyables. Du monde, au-delà des médecins, mais du monde des arts, des lettres, des politiques. Je ne peux pas les citer tous parce que je ferai de la peine à ceux que j'ai oubliés. Mais il y en a quand même deux que je veux citer, c'est Judith Magre et Catherine Deneuve, parce qu'elles avaient déjà signé le manifeste des 343 salopes et elles ont accepté de signer notre tribune. Et je trouve que c'est un clin d'œil de l'histoire qui est très parlant. Tant d'années après, elles sont obligées de se remobiliser pour à peu près la même cause. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de ces deux signatures. Alors, bien sûr, le gouvernement a répondu très vite, on va réfléchir, on vous comprend. Ce qui est vraiment très sympa, et je les remercie, c'est qu'ils ont tout de suite dit, vous avez raison, l'IVG est un soin urgent. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans un monde où, en dehors du Covid, il n'y avait plus aucun sujet de santé. Et on se disait, on va paraître complètement obsessionnel à vouloir ramener le sujet sur l'IVG, donc ce n'était pas confortable. Et nous, on disait, c'est un soin urgent parce que, de toute façon, elles ne vont pas attendre un mois et demi pour venir. Et là, le gouvernement, tout de suite, a repris ça. Et ça, c'est très bien parce que ça nous a rendu légitimes pour dire, non, les femmes doivent venir, on ne ferme pas, on est là, et malgré le confinement, il faut qu'elles viennent. Sinon, je ne sais pas trop ce qui se serait passé, mais ça aurait été catastrophique. Ensuite, on a obtenu la Haute Autorité de Santé qui s'est penchée sur la question de est-ce qu'on peut avorter à domicile jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Il y a des pays qui le font. Donc, très rapidement, on a été autorisé à le faire. Donc, jusque-là, c'était parfait. Il y a juste cette histoire du terme et on sent que c'est vraiment la pierre d'achoppement de notre requête qui reste pas totalement résolue, malgré l'engagement de bienveillance, malgré le soutien personnel du ministre. On ne peut pas dire très sereinement bah, je vais le faire comme si c'était normal. Je confirme. Je ne sais pas, Daniel, comment vous interprétez la situation. Ah, si, tout à fait, comme vous. C'est un trop petit pas, j'allais dire. Ça ne permet pas, une pratique dans la sérénité. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut effectivement arriver à obtenir. Ah bon, il faut continuer les démarches sans doute. Hein, il faut arriver à obtenir que y ait une modification de la loi. Oui, et c'est pour ça que si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à signer notre tribune parce que tôt ou tard, on l'espère, on aura un vrai rendez-vous, un peu à distance du Covid et du drame que nous vivons tous. Et ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir dire, ben voilà, la société civile, au-delà des 343 médecins salauds, est mûre pour peut-être repenser les choses, puisque regardez tous ces gens qui ont signé, plus la pétition sur change.org, peut-être qu'avec ces atouts-là, on va pouvoir aboutir à une loi repensée, peut-être rendue plus facile, plus équitable, plus fluide. Oui, oui. Puis avec un, je pense aussi avec un souci que nous sommes dans un contexte européen et que il faut que au niveau européen il y ait aussi des engagements pour que être une femme en Europe permette d'accéder à ses droits fondamentaux. Mais comment faire, Daniel, dans la cacophonie actuelle des lois européennes? Actuellement, je n'ai pas le coup de baguette magique. J'aimerais bien être une bonne fée, mais je ne l'ai pas. Mais donc, on n'a que effectivement nos canules et nos comprimés. Bon. Donc, alors, j'aimerais juste vous poser une question sur du coup la prise en charge des mineurs isolés du coup qui sont avec leur famille et du coup qui sont obligés de cacher leur grossesse avec leur famille, ou encore les femmes qui sont en situation précaire, qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital.
Est-ce que la maison des femmes est toujours ouverte du coup? Est-ce qu'elle fonctionne encore? Et est-ce qu'on pourrait peut-être pas penser à un système comme il y a en ce moment avec le système d'alerte dans les pharmacies pour les femmes qui vivent des violences conjugales? Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de système similaire pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'accès à l'avortement en ces temps-là et qui ne savent pas forcément où se rediriger? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on est ouvert. On a justement très vite beaucoup communiqué sur venez, nous sommes là. C'était pour les personnes qui avaient besoin d'avorter, pour les mineurs, bien sûr, et aussi pour les femmes victimes de violences. Peu sont venus, parce que les femmes ont beaucoup respecté le confinement, mais ce qu'on voulait leur dire, c'est n'ayez pas peur, on est là. Après, je ne sais pas si une mineure irait à la pharmacie pour demander de l'aide pour avorter. Ça me paraît un peu différent de demander de l'aide parce qu'on se sent en danger grave avec son conjoint. Je pense qu'elles sont toutes connectées quand même sur Internet et nous, on a dit, vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez téléphoner. J'ai reçu quelques mails de jeunes filles me disant comment je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. J'ai répondu à toutes, venez, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont venues. Donc, je pense que l'information, elles peuvent l'avoir assez facilement, sauf quand, évidemment, on va sur ivg.net et qu'on a juste l'information dont on ne voulait pas. Après, c'est la possibilité de bouger qui pose problème, c'est-à-dire de pouvoir dire à ses parents je dois sortir parce que je dois aller consulter. Si on ne peut pas leur dire pourquoi, ça ne va pas le faire. Il y a toujours cette possibilité d'avoir une consultation par téléphone, mais là, il faut que la jeune fille puisse s'isoler. Ce n'est pas toujours possible, mais ça reste une option qui n'est pas inintéressante parce que nous, ce qu'on a fait quelquefois, c'est qu'on a dit à la jeune fille va à ta pharmacie, demande-leur leur mail, parce que la poste ne marche pas très bien. Non. Et on a envoyé par mail l'ordonnance à la pharmacie qui a pu délivrer les médicaments à la jeune fille. Absolument. Mais ça veut dire qu'il faut que la jeune fille soit dans un environnement où elle peut quand même prendre des médicaments, avoir mal, saigner, se cacher je ne sais pas où, dans les toilettes, sans qu'on lui pose trop de questions. Donc, on voit qu'en fait, toutes les étapes sont compliquées si on n'a pas la famille bienveillante à laquelle on peut parler. Oui, parce qu'on le voit même avant le confinement. Pour les mineurs, déjà, on sait que beaucoup ne vont pas faire leur avortement par médicament chez leurs parents. Ça sera plutôt chez la personne accompagnante ou une amie ou une personne de confiance. Donc là, effectivement, on est bloqué, c'est pas possible. Donc là, forcément, c'est un frein important et à part vraiment les encourager à essayer de trouver des explications aux saignements, aux douleurs, etc. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, je reconnais qu'il n'y a pas de solution facile. Et pour les jeunes majeurs non plus, du reste, parce que beaucoup dépendent économiquement de leurs parents. Et quand elles sont chez leurs parents, c'est aussi difficile. Pour les moins de 25 ans, ce n'est pas forcément facile. Alors nous, il arrive qu'on envoie une attestation par mail disant que la jeune fille, machin, doit venir consulter pour des douleurs évocatrices de kyste de l'ovaire, de n'importe quoi, qui peuvent parfois rassurer les parents. Mais bon, ce sont des cas marginaux. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu un impact, vous avez vu un impact de la fermeture des frontières avec l'Europe, entre les pays européens, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont aussi dans d'autres pays pour pouvoir avorter? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact considérable sur la situation de l'IVG actuellement? Alors, j'allais dire, oui, on a eu d'abord des semaines d'angoisse. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement, aussi bien aux Pays-Bas qu'en Espagne, des fermetures de cliniques. Bon. Et puis, il y avait la fermeture des frontières. Donc, pendant au moins 2 semaines, nous n'avions pas de solution pour qu'elles puissent passer la frontière. Il y a eu effectivement une lettre au ministère de l'Intérieur de la part du planning pour demander qu'il y ait
la possibilité de se rendre pour soins ne pouvant pas être différés dans ces deux pays. Donc, simplement, c'est compliqué. Il faut d'abord, parce qu'il y a des contrôles aux frontières, donc il faut d'abord avoir des papiers que toutes les femmes n'ont pas. Ensuite, il faut effectivement avoir une attestation de la clinique ayant donné le rendez-vous et ensuite, donc, une attestation comme quoi le planning certifie que, ou le centre certifie que ce soin ne peut pas attendre. Et il faut en plus qu'elles fassent leur attestation de déplacement dérogatoire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et les problèmes financiers qui existaient avant sont encore plus difficiles puisque rassembler de l'argent dont on aurait besoin, puisque ça n'est pas remboursé quand on part à l'étranger, évidemment, rassembler l'argent, c'est difficile parce qu'on ne peut pas solliciter toutes les personnes qu'on aurait pu solliciter en dehors d'un confinement. Donc, actuellement, il y a des possibilités, mais c'est compliqué. D'accord. Et nous, on a une patiente qui a erré. Elle a réussi à partir et tous ses trains ont été annulés. Elle a fini par appeler son papa pour qu'il vienne la chercher. Enfin, c'est des situations assez… Très compliquées. Ouais. Ouais. Et toujours par rapport à cette question de l'étranger et des autres pays, est-ce que vous êtes en contact peut-être avec des collègues d'autres pays? Comment vous voyez la situation dans les autres pays européens ou les pays du monde par rapport à l'effet de ce confinement qui est assez généralisé dans le monde entier sur l'accès et le droit à l'IVG? Alors, j'allais dire sur l'effet du confinement, il est très variable d'un pays à l'autre parce qu'on n'a pas le même confinement d'un pays à l'autre. Certains pays ont déjà commencé à déconfiner, d'autres pas du tout, d'autres c'est très sévère. Donc, pour ce qu'on a pu voir, c'est les fermetures, j'allais dire, dans certains pays comme la Pologne, la remise sur le tapis de la modification de la loi pour interdire tout avortement. Bon, ça a été finalement reporté en commission, mais n'empêche que le parti dominant avait prévu de faire ça pendant le confinement, c'est-à-dire en dehors de toute possibilité de manifestation des femmes. En Russie, beaucoup d'établissements ont arrêté de faire des avortements. Aux États-Unis, alors c'est une autre façon. Aux États-Unis, de toute façon, un certain nombre vous savez combien Trump est anti-avortement et il se sert de toutes les possibilités pour faire que l'avortement soit impossible dans certains États. Donc, le confinement a, j'allais dire, peut-être aussi un prétexte politique à empêcher les femmes d'avorter. Bon, ce qui n'est pas le cas en France, heureusement, mais en tout cas, dans certains pays, oui, très nettement, le confinement est une arme politique contre les femmes. D'accord. Alors, Andrea, si tu veux poser la dernière question. Du coup, comment on peut penser l'après-pandémie? Du coup, est-ce que vous craignez un afflux de consultations pour toutes les femmes qui auraient dépassé les délais ou qui n'auront pas pu avorter dans des conditions habituelles? Et est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été mises en place pendant le confinement, notamment vis-à-vis du rallongement du délai pour les IVG médicamenteuses, vont du coup perdurer quand ce sera un retour à la normale, quand il n'y aura plus le confinement du coup? Alors, Rada. Je pense qu'il faudra… La Haute Autorité de Santé pour l'avortement à domicile a dit que c'était là en ce moment. Mais rien n'interdit qu'on puisse rediscuter, surtout en disant regardez, ça s'est super bien passé, les femmes sont ravies.
Est-ce qu'on ne peut pas garder ça pour la suite? Ça, je pense qu'on n'aura pas de mal à l'obtenir. Pour le reste, on est embêté parce qu'on sait très bien qu'il y a un manque d'avortements qui n'ont pas été faits pendant le confinement et qui vont forcément arriver en post-confinement. Certains seront encore dans les délais. Il y a certainement eu des grossesses qui ont démarré le 13 mars et on va les avorter sans problème. Mais celles qui étaient déjà enceintes avant, ça va être difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'obtenir du gouvernement un tout petit aménagement de la loi qui nous permettrait de décider d'un avortement tardif avec un comité plus restreint que ce que la loi prévoit actuellement et qui nous permettrait d'être un peu plus autonomes dans nos décisions et nos accompagnements. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça peut vraiment rendre le parcours des femmes beaucoup, beaucoup plus simple que ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'avorter à n'importe quel terme si vous êtes dans une situation où votre santé est gravement en péril. Alors, ça ne veut rien dire, la santé gravement en péril. Si vous l'interprétez comme la santé pour l'OMS, c'est un bien-être physique, psychique, social, vous pouvez dire la détresse d'une jeune femme qui n'a pas pu avorter à cause du confinement met en péril sa santé. Ça peut s'entendre. C'est ce que Véran a dit d'ailleurs, et je pense qu'il a pensé nous aider en réaffirmant, parce que ça existait déjà, que la notion de détresse psychosociale était un motif OK pour avorter. Le problème qui se pose, c'est que ça a beau être un motif OK, il y a plein d'équipes qui ne veulent pas s'occuper de ça et qui disent moi je ne vais pas tuer des enfants en bonne santé, c'est pas mon problème, etc. Ce qui fait qu'en fonction de l'équipe et de l'endroit de la France où vous habitez, vous allez pouvoir ou pas avorter. Et ça, je trouve que c'est pas bien du tout. Donc on essaie de faire des propositions qui rendraient la loi applicable partout de la même façon sur le territoire et non pas interprétable au bon vouloir des uns et des auurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, ça peut paraître un petit pas, j'allais dire, mais c'est petit pas important. Exactement. C'est important pour que ces femmes soient bien accompagnées, bien prises en charge. Et on sait qu'actuellement, un certain nombre d'équipes, alors, qui s'en tiennent strictement à une pathologie essentiellement fétale et pas du tout maternelle, parce que même une pathologie maternelle est peu prise en compte actuellement par certaines équipes. Donc, une cause psychosociale pour ces équipes-là, c'est inenvisageable. Alors, j'allais dire, ça rejoint un petit peu, nous, notre souci sur cette histoire de clause de conscience qui, avant le confinement, était un de nos points d'accroche parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un développement de la parole anti-avortement et du droit à la clause de conscience de beaucoup de professionnels, un peu comme en Italie, et alors que c'est vraiment contraire à la plus simple empathie qu'on doit avoir envers les femmes. Et de plus, faire le choix de vie d'une femme, ce n'est pas au rôle du professionnel. C'est son choix à elle qui compte et non pas le choix de l'équipe. Donc, je pense que cette idée me semble tout à fait intéressante. En tout cas, on va la tenter. On verra bien. Oui. On va peut-être commencer. Je sais que dans les conversations, il y avait quelques questions. Je vous propose de vous passer directement la parole en live avec la caméra et le micro. Ce sera beaucoup plus vivant. Je dirais que c'est un peu exceptionnel comme situation. J'avais vu défiler plusieurs questions. Alors, dites-moi dans la conversation si vous êtes d'accord déjà pour que j'active votre micro et votre caméra ou juste votre micro. Il y avait 2 questions de Caroline. Alors, est-ce que peut-être activer son son? Alors. Normalement, ton son est activé, Caroline. Je ne sais pas si tu peux
Oui, il me semblait qu'on avait répondu à ma question. Après, je veux bien qu'on en reparle parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris l'histoire de la visio pour les IVG. En fait, les femmes viennent quand même une première fois pour faire une échographie et une prise de sang dans le cas où elles n'auraient pas des cycles réguliers ou qu'elles préféreraient être sûres de du moment où elles sont tombées enceintes, c'est ça? Oui, c'est-à-dire il y a le tout visio, on la voit jamais, ou toute téléconsultation, parce que les systèmes de visioconférence ne fonctionnent pas dans tous les hôpitaux, malheureusement. Donc, ça peut être juste le téléphone. Et ça, il faut vraiment être très sécure. Il faut que la patiente comprenne très bien, que les cycles soient très réguliers, qu'on soit sûr du terme. Ensuite, il y a la visioconférence un peu dégradée, c'est-à-dire qu'on la voit une fois et tout le reste se fait par téléphone. Mais quand on la voit une fois, ça nous permet de vérifier son groupe sanguin, l'âge de sa grossesse, sa compréhension, lui donner les médicaments. C'est souvent beaucoup plus simple pour elle si elle peut se déplacer une fois. D'accord, ok. Et du coup, j'ai une autre question. Moi, je suis militante au planning familial 75 et il me semble que le premier médicament, Mifegine, peut être que délivré par un médecin et il ne se trouve pas en pharmacie. Non? Alors, ça c'est une des modifications qui a pu être obtenue. C'est que actuellement, nous pouvons, à condition que la femme nous donne le fax ou le mail, enfin un moyen de communication avec la pharmacie où elle peut aller chercher les médicaments. Et donc, le centre va envoyer à la pharmacie la prescription et les médicaments vont être donnés à la femme. Ça, c'est les dernières recommandations. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup. Il y a même eu quelque chose de supplémentaire parce qu'au début, les pharmaciens ne voulaient pas donner les médicaments parce qu'ils n'étaient pas certains d'être remboursés. Ouais. En théorie, le médecin achète les médicaments et les donne à la femme. Et il a D'accord. fallu, là encore, que le gouvernement sorte un autre décret qui dit les pharmaciens donneront les médicaments et seront remboursés. Et là, ça s'est mis à très bien fonctionner. Okay. Super, merci beaucoup. Je vais passer le micro à Géraldine. Alors, où es-tu? Ah, juste ici. Rétablir le son, normalement c'est bon. Vous m'entendez? Oui, légèrement. Oui, dans le lointain. Je ne sais pas comment faire pour. Bon, sinon, on pose ta question. En fait, vous avez déjà plus ou moins répondu. C'était par rapport aux IMG pour dépassement de délai. Est-ce que vous attendez à en avoir beaucoup ou pas? Mais bon, visiblement, ça dépend complètement des équipes. Ah, je n'ai pas entendu. Moi, sinon, je peux la poser parce que vu que tu l'as posée à l'écrit. Donc, tu te demandais si je retrouve bien. Si les professionnels de santé ont souvent recours à l'IMG pour dépassement de délai ou est-ce qu'ils envisagent d'y avoir davantage recours en sortie de confinement? Nous, à la Maison des Femmes, c'est un procédé qu'on utilise très régulièrement parce qu'on a décidé qu'on accompagnait les femmes hors délai comme ça. Donc, on a une grande habitude de ce recours aux interruptions médicales de grossesse pour motif psychosocial. Et c'est parce qu'on a une grande habitude d'ailleurs de ce process qu'on sait combien il est contraignant. Il faut que la femme voie un psychiatre, il faut qu'elle le convainque qu'elle va très mal pour qu'il signe un certificat disant que sa santé est en péril grave. Ensuite, il faut qu'on soumette le dossier à un comité qui est spécialisé dans les maladies des fœtus et pas du tout des femmes, que ce truc soit signé. Les comités ont lieu une fois par semaine. Enfin, il y a des tas d'étapes qui vont faire que pour la femme, il y a plein d'allers-retours. Et puis parfois, ça dure 3 semaines. Entre le fait que le psychiatre donne un rendez-vous, que ça soit soumis, que l'acceptation revienne. Donc oui, c'est une procédure qu'on peut activer autant qu'on veut.
Il y a des endroits qui ne veulent même pas en entendre parler et qui nous les envoient en disant allez à la maison des femmes, ils ont l'habitude. Donc, on le fait et on a peur d'avoir à le faire très, très souvent. Et comme c'est très lourd pour les femmes, et c'est très lourd pour nous aussi, parce qu'il faut solliciter Pierre-Paul Jacques et que c'est un petit peu fatigant, c'est pour ça qu'on milite pour une simplification. Oui. C'est vrai qu'actuellement, quand on voit une femme arriver à 19-20 semaines et qu'on sait que la démarche pour demander l'interruption pour raison médicale va prendre plusieurs semaines, c'est vrai qu'on peut lui conseiller de partir à l'étranger directement. Elle va gagner du temps, hein. Mais ce n'est pas forcément une bonne solution. Enfin, la bonne solution, c'est que chaque femme souhaitant une interruption de grossesse trouve une solution en France. Dans son pays. Voilà. Et pas trop loin de chez elle. Donc, effectivement. Mais il y a encore du travail à faire, oui. Alors, on avait une question aussi de Daphné. Alors, je suis en train de chercher Daphné. Je réactive ton micro si tu veux poser la question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'était juste par rapport du coup à vraiment de combien va être possible le dépassement, parce que vous parliez de 2 semaines au moment où on devait être confiné pendant 2 semaines. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez eu des retours de nos détracteurs qui se seraient manifestés pendant cette période de confinement? Alors, aujourd'hui, ça va être difficile de dire au gouvernement confinement 2 mois égale allongement de la loi de 2 mois. Je pense que déjà 15 jours, quand on voit combien ça a fait débat, c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt vers la piste ok, ça sera un avortement psychosocial, puisque vous reconnaissez que c'est une vraie raison. Simplement, faites en sorte qu'il soit plus simple à obtenir. C'est plutôt ça qu'on demande. Comme ça nous permettra que si c'est dépassé de 2 mois, c'est 2 mois. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Quant aux détracteurs, Daniel, vous avez certainement eu votre lot. Nous, on a eu des commentaires hideux du genre tout le monde meurt et voilà que ces médecins veulent encore tuer plus de monde. Et un truc qui était tout à fait sordide, c'était à l'époque, on était 260 à avoir signé, et l'internaute avait écrit 260 médecins ont signé cette tribune, je ne savais pas qu'il y avait 260 médecins au chômage en France. Donc oui, bien sûr, ils se sont exprimés très lourdement dans Valeurs Actuelles, dans les médias. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils n'hésitent pas, hein, de toute façon. Ah. D'accord. Bon, alors on n'avait pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut en venir à la conclusion. Donc si vous avez chacune quelque chose à dire pour finir cette conférence, des rappels de numéros, de pages à suivre, voilà, je vous laisse la parole. J'allais dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et moi, je vous remercie d'avoir vraiment organisé ce live parce que c'était super intéressant. Je pense qu'il faut vraiment que le numéro national vert soit visible de tout le monde, que sur que le site IVG les adresses soit aussi connu, et que les femmes aillent essentiellement sur vraiment le site officiel du gouvernement. Alors même s'il n'est pas parfait, mais au moins elles ne trouveront pas de fausses informations dessus. Hein, donc ça me semble tout à fait important et je pense qu'en post-confinement, on aura des batailles à mener encore et qu'il ne faut rien lâcher jamais. Donc, il faudra continuer à se mobiliser pour les femmes en France et pour les femmes aussi partout. D'accord, merci. Rada? Moi, je vais être beaucoup plus pragmatique, mais c'est parce que c'est un sujet sur lequel je suis mobilisée depuis longtemps. J'aimerais que toutes les équipes en France qui peuvent faire des avortements médico-psychosociaux le fassent, que ça ne soit pas réservé à juste quelques-uns qui sont d'accord pour accompagner les femmes dans leurs demandes,
et que ça ne soit pas du tout un sujet aussi tabou, aussi violent que ça l'est aujourd'hui, parce que ça n'aide personne. Les professionnels qui s'en occupent se sentent stigmatisés et les femmes se sentent extrêmement mal. Et franchement, je trouve qu'en 2020, c'est pas acceptable, c'est presque indécent. Voilà, je voudrais que ça change. Tout à fait. D'accord. Ben, merci beaucoup à vous deux et à toutes les participantes. C'était très intéressant et avec beaucoup d'informations très utiles. Et quant à nous, on va se retrouver normalement lundi soir prochain pour un numéro 2 des 6 Awareness sur le thème de la situation des femmes migrantes pendant le confinement. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous toutes. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.